Bonjour, aujourd'hui nous recevons Monsieur le Sénateur Henri Cabanel. Bonjour, Voilà, soyez le bienvenu. merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens publiés sur la chaîne YouTube de La Glorieuse tous les mardis. Voilà, vous avez 65 ans, vous êtes sénateur, vous étiez conseiller municipal à Servien entre 2008 et 2014, au conseil départemental, vice-président. Voilà, vous êtes vous êtes au Sénat au Rassemblement démocratique et social européen. Voilà, et vous êtes contre le cumul des mandats. Tout à fait. Que je m'applique à moi-même d'ailleurs, puisque en 2014, quand j'ai été élu pour la première fois sénateur, j'ai démissionné donc de mon poste de conseiller départemental, vice-président du conseil départemental, pour n'assumer qu'un seul et unique mandat, celui de sénateur. D'accord. Voilà, donc avant de passer aux questions, la une du 1075 de La Glorieuse. Donc l'incinérateur à plastique, là on demande des témoignages de Doulin, Miralles, Perrin et Philippe Sorel. Voilà, le CSR, le tournant politique du mandat, point d'interrogation. Après une politique à zéro déchet, on va nous mettre un four à plastique en pleine ville. Un incinérateur à Montpellier. Vous habitez loin, donc... Ah oui, moi j'habite dans l'ouest, dans le Biterrois. Vous ne serez pas pollué. Ouais, à moins que les vents d'est soient très puissants. Il y a très peu de vents d'est, ouais, c'est plutôt des vents d'ouest. C'est des vents d'ouest et du nord, ouais. Voilà, donc ensuite on revient sur la ministre Patricia Miralles qui nous parle politique et européenne. La gestion médiocre de Montpellier, dans un classement, on est 90e sur 110, 120 au niveau des finances. Voilà, Bayard, le parc multiglisse en difficulté. Une escroquerie d'un Montpelliérain incroyable. Et puis Boris Bélanger au pays des licornes. Voilà. Henri, ça vous ennuie pas que je vous appelle Non, Henri? non, préfère. Pourquoi au Sénat ils veulent revenir sur la loi de 2012 sur le cumul des mandats? Mais parce que les sénateurs sont les élus des élus et qu'ils considèrent qu'il faut avoir un mandat local pour bien faire son mandat de sénateur, alors que moi j'ai toujours dit qu'ils se servaient de leur mandat national pour conforter leur mandat local. Donc voilà. Et il n'y a pas qu'au Sénat, puisqu'à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il y a des discussions pour éventuellement revenir sur le cumul des mandats de 2012, ce qui n'empêche pas un parlementaire d'être conseiller municipal, conseiller régional ou conseiller départemental, et pas dans l'exécutif. Eux veulent revenir un petit peu sur l'exécutif. Je trouve ça pas du tout adapté d'abord aux souhaits que je pense ont les citoyens vis-à-vis des élus, et puis voilà, moi les journées ne sont que de 24 heures. J'ai du mal à accomplir le mien comme je le souhaiterais, avec les moyens qui sont les nôtres. Donc je ne comprends pas comment on peut faire plusieurs mandats. C'est transparti ça, ou c'est lié à un parti particulier? Ah non, 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 non. Même les socialistes à l'époque qui ont voté pour une partie sont prêts à revenir là-dessus. D'accord. Ouais. À mon grand étonnement d'ailleurs. On me dirait qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais bon, je trouve que là, on va un petit peu loin, et surtout dans la volonté qui est la mienne, et que d'autres partagent, hein, sur le fait que on demande à celui qui est en haut de la pyramide, le président de la République, à ne pas pouvoir faire plus de 2 mandats successifs, et c'est open bar pour tous les autres mandats. Voilà, dans un respect d'équité, il me semble que ce qu'on demande au président de la République devrait s'appliquer à tous les élus. Et est-ce qu'il faudrait aussi limiter le nombre de mandats, c'est-à-dire cette respiration démocratique dont vous parlez? Est-ce qu'il faudrait dire, par exemple, voilà, 2 mandats de député, et puis ensuite le personnel politique laisse la place à d'autres pour reprendre la main? Parce que bon, on voit quelqu'un comme Michael Delafosse, je veux dire, c'est carrément, on a l'impression qu'il fait de la politique depuis qu'il a 20 ans, quoi. Aujourd'hui, il a 45 ans, il fait que de la politique. Et puis d'autres aussi, hein, Georges Frêche, il a fait ça, à Montpellier. Est-ce qu'il ne faudrait pas que
Oui, Il y a une professeur. période politique, et Oui. puis qu'il y a une période ensuite où on passe la main, où on ne fait pas uniquement de sa vie la politique. Mais je crois que pour un parlementaire notamment, il est essentiel de ne pas se détacher de la vraie vie. Voilà. Moi, j'ai toujours exercé les mandats que j'ai pu avoir en travaillant toujours. Hein, voilà. Là, C'était quoi votre métier? moi, j'étais viticulteur. Voilà. D'accord. Et donc, il y a 3 ans maintenant que j'ai pris ma retraite de viticulteur à 62 ans et j'ai cédé l'exploitation à mon fils. Mais encore aujourd'hui, dès que j'ai un petit peu de temps, notamment le week-end, mais je replonge dans ce métier. Je suis avec les salariés de l'entreprise pour bien me mettre dans la vraie vie, quoi, parce que c'est comme ça qu'on ne se détache pas de la réalité. Parce que quand on regarde la télé, on a l'impression qu'ils sont complètement détachés de la réalité, hein. Alors, bon, votre cause, là, le casier judiciaire, Oui, ça bon, n'est un exemple, ça. voilà, c'est demandé à 400 professions en France. Et pourquoi les élus de la République en sont exemptés? Il y a 385 élus qui sont condamnés et qui ont quand même été élus aux dernières élections. Oui, moi je le déplore, hein, et c'est pour ça que pendant 5 fois j'ai amené ce débat sur le casier vierge pour pouvoir être candidat. Je conçois qu'il y ait des citoyens qui disent de leurs élus qu'ils sont dans leur bulle. Voilà. Moi, je considère ça comme de l'entre-soi. Voilà. Ils sont entre eux et pensent que, alors ce qu'on me rétorque, hein, notamment sur les arguments du rapporteur ou des ministres au banc, sur l'anticonstitutionnalité que pourrait représenter un casier vierge pour les candidats. Bon, À moi, quel niveau? mais à quel niveau le fait que tout citoyen puisse se présenter à des élections s'il en a envie. Voilà. Bon, moi j'entends cela, mais à ce moment-là, pourquoi nous-mêmes nous le demandons à nos propres collaborateurs? Pour être un chauffeur de taxi, il faut avoir le casier vierge. Et là, donc, gérer au niveau local l'argent public, que ce soit au niveau local ou au niveau départemental, au niveau régional, voter un budget au niveau national, le budget de l'État, ben, on n'aurait pas besoin de casier vierge. Je trouve ça un peu fort de café. Voilà. L'exemplarité, on la met où? Ah voilà, moi je suis très... D'ailleurs, j'ai mené une mission sur la citoyenneté. Pour moi, l'exemplarité doit venir d'en haut. Voilà. Donc, les élus que nous sommes doivent être exemplaires. Et à ce titre, voilà, présenter un casier vierge, c'est pas non plus... voilà. Surtout que, suivant donc le délit que l'on peut commettre, dans le temps, on peut les effacer, quoi. Ouais. Voilà. Donc, c'est tout à fait Parce faisable. qu'en refusant cette exemplarité, est-ce qu'on peut dire que les parlementaires se considèrent supérieurs aux citoyens? C'est de l'entre-soi. Je pense pas que ça soit une volonté d'être supérieur aux citoyens. C'est ce qu'on ressent quand on est citoyen. Mais vous savez, Quand on est citoyen et qu'on n'est pas élu, on ressent ça. et je le comprends. Et je le comprends. Moi qui suis, j'ose l'espérer, resté le citoyen engagé que j'ai toujours été au départ, c'est pour ça d'ailleurs que je porte ce combat, quand on rentre dans une institution, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, ou même au département, à la région, on a vite fait de se mettre dans un certain confort qui pourrait considérer que ben, on est un petit peu au-dessus du citoyen lambda. Et c'est ça, c'est par là que ça pêche d'ailleurs. Et c'est pour ça que le non-cumul des mandats dans le temps, justement, permettrait, éviterait en tout cas, de se sentir peut-être au-dessus des autres parce qu'on a des responsabilités, parce que, mais c'est pour ça que je vous ai demandé de m'appeler Henri, parce que monsieur le sénateur, monsieur le député, il y a des gens qui se régalent d'entendre ça. Voilà. Ce que je peux comprendre, pour moi, c'est pas comme ça que j'entends la vie politique. Est-ce que vous comprenez que face à ça, les citoyens soient dégoûtés aujourd'hui? Oui, je pense qu'on a fait pas mal de choses qui pourraient avoir comme incidence donc la défiance qui s'accroît
malheureusement, d'année en année. Que les gens ne votent plus. Voilà, parce que bon, aujourd'hui, dans les discours politiques, on va aborder une échéance là, au mois de juin sur les européennes. Donc, tout le monde parle du combat du Rassemblement national avec les macronistes, avec les autres partis. Ouais, on oublie que le premier parti de France, c'est ceux qui ne viendront pas voter. Et je comprends qu'à un moment donné, leur envie, c'est de rester chez eux dans le spectacle que certains peuvent donner. Voilà. D'où l'exemplarité. Et je pense qu'on devrait faire notre propre justice et qu'entre nous, on devrait faire le ménage. Voilà, ce qu'on ne fait pas. Parce que voilà. Votre collègue, là, le sénateur Jean-Pierre Grand, le fait de dénoncer ça, ce qu'on fait régulièrement à la Glorieuse, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur vos thèses à la Glorieuse, de démocratie participative et compagnie, ils disent qu'on est anti-parlementaire. Alors moi je vous pose la question, qui m'a déjà asséné en public, en disant qu'on avait un rôle anti-parlementaire parce qu'on critiquait les parlementaires. Et aujourd'hui, donc, suite à l'échec là, de votre... la 6e échec de demande d'amendement sur le casier vierge, est-ce que ça alimente pas l'anti-parlementarisme? Ça peut. Il n'y a pas que ça. Mais bon, le français par lui-même aujourd'hui, il n'y a pas que l'anti-parlementarisme, il y a l'anti-élu. Parce qu'on s'aperçoit que ce qui touchait exclusivement les parlementaires il y a 5-6 ans, aujourd'hui, touche les élus, même les élus locaux, qui sont les élus quand même préférés des Français. Hein. Il y a une montée de violence, il y a tout un tas d'incivilités qui mettent en cause des citoyens vers leurs élus locaux. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut qu'à un moment donné, on réponde à cette société par des actes forts. Ça n'est un. Il n'y a pas que ça. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à être élu, Florence, donc ma directrice de cabinet, m'a propulsé dans un label qui n'était pas connu des élus, qui s'appelle la responsabilité sociétale et environnementale, la RSE. Je pense que c'est un engagement qui permet aussi de retrouver la confiance. Le problème, c'est que sur les 925 cabinets parlementaires, je suis le seul à être engagé en RSE depuis 2016 et que je regrette de ne pas avoir fait des émules parce que ça donnerait un sens, en tout cas, à la volonté que nous avons tous et que nous partageons tous de retrouver la confiance des élus. Ce que vous voulez dire, c'est que les parlementaires, ce qu'ils imposent aux entreprises, eux, ils s'en exonèrent. Tout à fait. Ce qui est quand même incroyable. C'est un mauvais signe que l'on donne à la société. Parce que les entreprises, c'est complètement intégré dans le mode de vie des entreprises aujourd'hui, oui, ce RSE. Et puis, c'est dans un état d'esprit de transparence, d'éthique, de respect de la personne, de respect de l'environnement. Donc, ça va dans le sens. Donc, autre chose, là, donc il y a un truc qui nous a un peu heurté, là, c'est la dernière augmentation là, des indemnités là, aux deux assemblées. C'est une faute politique ou la cupidité des élus? Alors, déjà, ce n'est pas une augmentation des indemnités. C'est une augmentation de frais de mandat. Vous savez. Oui, mais quand même. Ah oui. Je dirais, aujourd'hui, c'est. Oui, sauf que, quand même, voilà, c'est un constat, ça a drôlement évolué par rapport à ce que c'était quand moi je suis arrivé d'ailleurs, en 2014. Qu'est-ce qui a évolué? Mais la réglementation sur les frais de mandat. Il y a eu, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, une réglementation plus stricte de la dépense de l'argent public à travers les frais de mandat. D'ailleurs, je suis moi-même donc membre du comité de déontologie qui est né en 2019 au Sénat et qui contrôle tous les frais. Mais vous avez raison, dans un climat anxiogène que connaissent donc les Français, c'était certainement pas le moment parce que on est en train de leur expliquer qu'il faut quand même que
il faut qu'il se serre un petit peu la ceinture. Et nous, même si c'est justifié par rapport à l'augmentation de certains tarifs, notamment des tarifs hôteliers, quand on loge à l'hôtel, comme c'est mon cas, voilà, je pense que c'était pas le moment. Bon, ils l'ont fait. Alors, bon, il y a aussi la loi statut de l'élu. Oui. C'est un progrès pour la démocratie? Alors, ça aurait été un progrès si ça avait été un véritable statut de l'élu. Là, ce n'est pas un véritable statut de l'élu. En fait, ils l'ont nommé comme ça. Mais voilà, c'est une avancée qui permet donc à des élus de pouvoir assumer et faire correctement leur mandat. C'est des avancées, mais on est au milieu du gué. Voilà. Moi, quand j'ai tenu des propos dans la discussion générale avant la discussion du projet de la proposition de loi, il y a donc le Code général de la fonction publique. Bon, on aurait pu inventer un statut, le Code général de la fonction élective, par exemple, voilà, pour permettre donc aux élus, notamment aux élus qui travaillent dans le privé et qui font une parenthèse dans leur carrière, de pouvoir retrouver un travail après l'échéance du mandat. Mais tout ça, ça passe à travers un véritable statut. Et là, je me suis aperçu une fois de plus que on ne veut pas aller jusqu'au bout, donc on est au milieu du gué. Mais c'est une avancée quand même. Alors, vous intervenez aussi dans les banlieues. C'est quoi les maux de la société aujourd'hui? Ah ouf, alors là, dans les banlieues, c'est déjà un autre sujet. Parce que, je veux dire, ça part en vrille régulièrement. Oui. Alors, à Rodez, vous avez vu ce qui s'est passé. Oui, oui. À Rennes, enfin bon, voilà, on se pose des questions aujourd'hui. Alors ça, c'est la question que je me suis posée aussi après mon premier mandat sur la citoyenneté. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai demandé à mon groupe de pouvoir mettre en avant une mission sur la citoyenneté qui avait pour titre « Comment redynamiser la culture citoyenne ». Parce qu'à mon sens, on a perdu cette culture citoyenne qui fait du citoyen français ce qu'il est. Le respect de la règle, le respect des femmes et des hommes, l'engagement, la laïcité, la solidarité, c'est tout ça d'être citoyen français et sur tout le parcours de sa vie. Il ne faut pas demander juste la citoyenneté pour les jeunes, parce qu'on s'aperçoit que y a, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes, mais il y a ce manque de repères. On a l'impression que la génération X, là, elle a effacé un peu cette... Oui, mais parce qu'on l'a bien voulu. Alors moi, je suis de cette génération qui a accompli mon service militaire. C'était un lieu où on apprenait la solidarité, et quel que soit le niveau social d'où on venait. On apprenait cet esprit d'équipe. Eh bien, on l'a supprimé, certes, mais on ne l'a pas remplacé. Il faudrait le rétablir. Il ne faut pas rétablir le service militaire tel qu'il était avant. Il faut rétablir... Pourquoi pas? Il faut qu'on ait un débat d'ailleurs, d'abord sur ce sujet. Est-ce que vous avez un débat là-dessus? Non, on n'a pas eu de débat. Vous avez eu des débats sur quoi? On a eu le débat sur... Enfin, en tout cas, moi, ce que je souhaitais, c'est qu'on ait un débat sur le service national universel, qui vient d'une idée du président de la République, mais qui est certes, donc, à mon sens, une avancée, mais sur lequel le Parlement doit débattre pour savoir ce qu'il veut mettre à l'intérieur. Parce qu'à mon avis, les modules qui y sont ne sont pas tout à fait adaptés à la vision que j'ai, moi, de la citoyenneté. Mais voilà, aujourd'hui, le manque d'autorité parentale, qui est dû à cette société que nous vivons, bon, la République doit se substituer à ça, et doit inventer quelque chose qui permette donc de tirer les jeunes de l'endroit où ils sont pour les faire vivre un petit moment entre eux et leur apprendre donc les bases de la citoyenneté, de notre République, les droits, bien sûr, mais les devoirs qui vont avec. Voilà. Et ça, il y a tout un tas d'actions à travers l'éducation nationale
l'éducation morale et civique. Mais il faut aller au-delà. Il faut qu'à un moment donné, on sorte les jeunes de leur quartier, de leur maison, de leur ville, pourquoi pas. On a l'impression qu'il faudrait un grand projet, mais qu'on Oui. on est en panne en ce moment. Alors, mais je vais vous dire pourquoi on est en panne. C'est simple. Expliquez-moi. On est en panne parce que y a la dette et que tous les projets qu'on peut mettre en avant, il y a un budget qui doit être mis en face. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans un pays avec plus de 3000 milliards de dettes. Et donc, on a une vision strictement comptable de la chose. Et ça, c'est une erreur politique, oui. Voilà. Alors, à un moment donné, on me dit qu'il n'y a pas les moyens. Certes, il y a un budget, mais le rôle d'un politique, c'est qu'avec un budget, on fait des choix. Et on essaie de faire des choix qui sont dans le sens du commun et de l'intérêt général. Voilà. Ça c'en est un. Mais au détriment d'autres, parce qu'on ne peut pas non plus grossir la dette telle qu'on l'a aujourd'hui. Je le conçois aussi. Il n'y a pas d'autres pistes, parce que dire qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a de la dette, c'est pas très positif, ça. Si, non, mais il y a une volonté politique. Il y a une volonté, mais on fait rien. Oui. Mais il y a quand même un embryon d'idées, notamment sur ce service national universel qui existe. Non, parce qu'on a dépensé des milliards et des milliards pour refaire les banlieues, et en fait, ça n'a rien fait. Alors, ça, c'est un autre sujet qui, oui, à mon avis, est important. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait, parce qu'il y a des choses qui se sont faites quand même. Oui, mais les résultats, ils ne sont pas là. Alors, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes que l'on avait. Et là, ils sont très loin. Et là, j'estime qu'on a un mea culpa à faire. Vous savez, moi, je suis de ces élus qui pensent que nous passons beaucoup trop de temps à légiférer. Beaucoup trop de temps. Et que le temps qu'on pourrait économiser sur le débat public dans les projets de loi et les propositions de loi, on devrait le passer à évaluer les lois en place. Et d'après les lois donc sur les banlieues, sur l'urbanisation, etc., on pourrait effectivement, au fur et à mesure, prendre le temps de l'évaluation de la loi, l'évaluation des résultats, et corriger au fur et à mesure. D'accord. Ce qu'on ne fait pas. Alors, vous qui êtes de Béziers, donc le maire Robert Ménard, lui, a rétabli l'uniforme en ville. Est-ce que vous pensez que ça va dans un bon sens? Alors, moi, je ne suis pas opposé radicalement à l'uniforme. Vous savez, moi, j'étais, je faisais partie d'une génération à l'école maternelle, on n'avait pas l'uniforme, on avait une blouse. Bref, mais on était tous habillés de la même façon. Pourquoi pas? Sauf que, comme je viens de vous le dire, on a un budget, il faut faire des choix. C'est pas très cher les blouses, hein, s'il faut acheter une blouse à chaque heure. Au niveau national, ça représente quand même un budget relativement important. Il y a un budget aussi fourni par la commune qui aura décidé. Et moi, ce qui me gêne, c'est que à côté de ça, à l'éducation nationale, il y a des profs qui ne sont pas remplacés. Ça me gêne beaucoup. Donc, je préfère que le choix, il aille d'abord là, avant d'aller sur les uniformes. D'accord. Donc, on va parler un peu de politique locale maintenant. Vous étiez l'ancien vice-président d'André Vézidé. Voilà. Quel est votre regard sur cette institution auquel tout le monde pense, mais peu en parle, la succession de Kléber Mesquida, après l'annonce de ses graves problèmes de santé? Alors ça, la succession de Kléber Mesquida, je pense que c'est les partis politiques, et notamment le Parti Socialiste, qui doit en parler. Moi, je ne peux parler que de l'institution et de l'importance que peut représenter le département dans cette volonté de solidarité territoriale. Après, voilà, moi je vais vous dire franchement ce que j'en pense, puisque vous me le demandez. Merci. Il y a des choses que je ne comprends pas trop quand même. Il y a des choses que je comprends. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Dans la loi MAPAM, on a transféré des compétences du département vers des métropoles. Ouais. Bon. Et je trouve quand même un petit peu surprenant le fait que des conseillers départementaux de la métropole puissent voter des budgets
qui ne correspondent pas donc à la politique de la métropole. Je m'explique. Sur les routes, par exemple. Il y a des routes qui ont été sous la responsabilité, qui ont été transférées du département vers la métropole. Pour autant, les conseillers métropolitains votent le budget des routes départementales sur tout le reste du département. Alors que, voilà, ils pourraient bloquer des situations alors qu'ils n'ont plus la compétence. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc là c'est pareil. La loi NOTRe, qui a instauré donc les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les métropoles, on est au milieu du gué. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à avoir des conseillers métropolitains, mais qui ne sont pas au niveau du département, qui n'ont aucune responsabilité. Voilà, ça me choque. Et donc, je verrais mal, je vous le dis franchement, que le successeur ou la successrice de Kléber Mesquida ne soit pas donc du département en dehors de la métropole. Parce que quand même, dans l'esprit de solidarité et des compétences vouées au département, c'est quelque chose que je ne comprendrais pas. Quoi. Et je ne comprends toujours pas qu'il y ait autant de conseillers départementaux métropolitains. Ça me choque. Voilà. D'accord. Non, mais c'est un point de vue qui se défend. Ça montre qu'on n'est pas allé jusqu'au bout des choses. Ouais. Voilà. Et aller au bout des choses, ça veut dire que ou on fait comme Lyon, et à ce moment-là, le département devient métropole, ce que moi je ne partage pas, ou alors on met la métropole d'un côté et le département de l'autre, étant donné que les compétences ont été transférées. Voilà, c'est tout. D'accord. Ok. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'imaginer que ce soit un élu de l'UNEL qui vote pour un projet qui se passe à Servien, c'est ça? Sur tout le reste du département, surtout au niveau du budget des routes, au niveau... voilà, tous ces budgets-là, qui sont votés par la majorité départementale, mais qui ne touchent pas directement les élus métropolitains. Il y a des choses que je ne comprends pas. Voilà. Mais bon, après, heureusement, le département garde sa compétence donc, sociale, etc. Les collèges aussi. Mais voilà, on est au milieu du gué, voilà, je ne peux pas dire mieux. Hein. Et à mon avis, voilà, on ne pourra pas reculer, donc il faut aller plus loin. Mais je ne sais pas si on est prêt d'aller plus loin. Vous êtes un ancien socialiste, vous avez quitté le Parti socialiste. Oui. Vous allez soutenir qui aux européennes? Les européennes, j'ai quitté le Parti socialiste, mais j'ai toujours des engagements politiques, j'ai mes convictions politiques. Voilà. Au Parti socialiste, très tôt, j'ai soutenu quelqu'un qui voulait un petit peu changer les habitudes de ce parti. Voilà. Et qui avait voulu à l'époque créer le nouveau Parti socialiste, le NPS. Voilà. Et il y avait quelques leaders, hein, et un de ces leaders s'appelait, il s'appelle toujours d'ailleurs, Arnaud Montebourg. D'accord. Et Arnaud Montebourg, il a, maintenant qu'il s'est écarté de la vie publique et politique, est en train de créer un mouvement auquel j'appartiens qui s'appelle l'engagement. Et l'engagement, on a passé un accord avec le PC. Vous avez passé un accord avec le PC? Sur l'union des gauches. D'accord. L'union des gauches. Voilà. Et donc, bon, voilà, moi je suis engagé dans la démarche, avec donc un score pour le moment très, très bas et très faible. Mais voilà, je pense que c'est aujourd'hui une volonté partagée d'unir les gauches. Vous savez, le rêve de Ménard, c'est d'unir les droites. Mais on peut considérer que de l'autre côté, ça marche aussi. Voilà. Même si ça paraît difficile pour les uns et pour les autres. Ça paraît plus difficile pour les uns que pour les autres? Oui, je pense que ça paraît... non, pour tout vous dire, je pense que c'est difficile et pour les uns et pour les autres. Voilà, parce que... Vous ne répondez pas à ma question. Mais non, mais aujourd'hui, quand on est... quand la gauche est engagée dans la NUPES, je pense que... voilà, c'est très compliqué d'avoir une vision, et on le voit d'ailleurs dans le climat géopolitique. Et le PC avec la NUPES, avec la LFI, c'est dur. Hein.
C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont retirés, c'était les premiers à dénoncer l'accord de la NUPES, contrairement aux socialistes d'ailleurs, qui ont dit on va attendre. C'est plus notre volonté, le PC a dit clairement ça suffit. Quoi. Voilà. Donc bon. Vous êtes raccord avec cette ligne? Moi je suis d'accord avec cette ligne, oui, parce que entre Mélenchon et Marine Le Pen, voilà, on ne sait pas quel est le plus givré des deux quand même. Voilà, donc, alors, encore deux questions, là. Dans la polémique montpelliéraine sur le CSR, là, dont on a parlé, dont on parle beaucoup en ce moment, là, c'est le four à plastique. Michael Delafosse, il a fait un procès au four de Lunel, qui aujourd'hui est en déficit. Donc, la communauté de communes, il cherche des sous. Et donc, il veut construire un autre four ici, au lieu d'amener les trucs à Lunel. Ce qui est un peu bizarre quand même. Est-ce qu'on peut dire que le maire président, il n'hésite pas à faire le choix des lobbies industriels dans cette démarche plutôt que d'une politique écologiste? Il y a plusieurs écologistes qui ont démissionné sur le zéro déchet. Alors, vous l'avez suivi, ça? Non, je l'ai suivi, mais je comprends le sujet quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Le sujet majeur quand même, c'est la production de déchets. Ça, ça l'est. Et quand on dit production de déchets, il faut voir en amont tout le volet industriel qui sont les premiers à produire donc des déchets. Et le deuxième enjeu, c'est le tri. Sensibiliser les citoyens au tri. Vous savez, là, on n'a pas fait le job, parce que l'engagement de Michael Delafosse, c'était le zéro déchet, c'est-à-dire 100% de tri. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a moins de 50% de tri au bout de 4 ans, et on va construire un four... C'est là que je dis qu'à un moment donné, les élus, quels qu'ils soient d'ailleurs, il faut qu'ils soient sincères avec d'abord les enjeux et les mesures qui seront à même à porter pour répondre donc à ces déchets. Parce que, voilà, les déchets, à un moment donné, il faut qu'on arrive... À Béziers, on brûle? À Béziers, on a enfoui les déchets ultimes et on trie. D'accord, on ne brûle pas? Non, on ne brûle pas, non. Mais voilà, après... Donc c'est hyper écolo, Béziers, en fait. Alors, hyper écolo, je ne sais pas, parce que dans ce qu'on enfouit, je crois qu'on n'est pas encore allé... aussi loin que certains pourraient l'espérer dans le tri. Mais et vous enfouissez où à Béziers? Alors, au niveau, donc, il y a plusieurs sites. Et donc, il y en a un qui est sur la commune de Mont-Blanc. Donc, c'est une entreprise privée qui collecte donc les déchets de la zone donc, du Sictom de Pézenas notamment, avec donc, à l'époque je l'avais défendu quand j'étais au conseil départemental, que Vézini m'avait dit mais qu'est-ce que tu vas te mettre dans cet ambroglio, parce qu'il y avait des défenseurs donc, de ceux qui disent qu'ils produisent aucun déchet, qui ne veulent aucune usine de traitement de déchets. Bon, à un moment donné, il ne faut pas être utopique. Les déchets, en tout cas moi quand j'y étais, on les exportait dans les Bouches-du-Rhône, où il y avait un grand trou et on enfouissait tout. Donc c'était pas la solution non plus. Et il faut mener de pair à la fois des outils qui nous permettent donc, des projets qui nous permettent donc de se séparer des déchets ultimes et de sensibiliser au maximum les citoyens pour le tri, parce que entre un citoyen d'Europe du Nord qui met à peu près entre 15 et 20 minutes pour trier journalièrement ses déchets, et nous qui mettons à peu près 2 minutes, allez, je vais être optimiste, voilà, il y a aussi cette sensibilisation pour faire comprendre aux citoyens que plus il y aura de tri en amont, et moins il y aura de problèmes donc d'élimination de déchets en aval. Donc une dernière question, là, votre dada c'est la corruption politique, un petit peu? Oui. Est-ce que vous avez connu des cas de corruption dans le département de l'Hérault? Des cas de corruption dans le département de l'Hérault? Alors, non, je connais quelques affaires qui sont en cours, mais des cas de corruption, non. Non. Bon, bah alors, on est un département vertueux. Ça me rassure.
Très bien, je vous remercie. Merci à vous. Et à vous.